qui va s'afficher verbalement, mais bon. Donc, pour ma part, je me présente, je m'appelle Adrien Montaigu, je suis un des cofondateurs de la coopérative Common. Je reviendrai dans une deuxième partie des slides sur ce que propose notre coopérative, mais là, l'idée de cette courte présentation de 15 minutes que je n'ai pas encore timée, et donc il ne faudra pas hésiter à m'arrêter si je suis trop long. Je vais prendre d'ailleurs mon téléphone pour le chronométrer, excusez-moi. C'était de faire un petit peu un panorama des enjeux associés au numérique, et que ce soit du cadre réglementaire au levier à disposition pour essayer d'améliorer en interne dans nos organisations l'impact, ou plutôt réduire l'impact du numérique. Donc l'idée, c'est de vous donner un peu un panorama pendant 15 minutes. Ensuite, revenir sur les leviers à notre disposition, voir si, parce que probablement peut-être qu'en interne, parmi vous, il y a déjà des personnes qui ont mis en place des choses. Et donc, c'est vraiment de faire un partage retour d'expérience à l'oral. Et ensuite, on pourrait avoir un deuxième temps sur, toujours à l'oral, hein, une classification dans les leviers en termes de difficulté de mise en œuvre et de proportionnel à l'impact, en fait. Quels sont les plus impactants et peut-être les plus difficiles, et voir comment on pourrait arriver à les classer ou pas. Donc déjà, dans un premier temps, de manière très succincte, il faut parler de ce qui ne va pas dans le domaine du numérique. C'est un très très vaste sujet, on pourrait en parler des heures, mais grosso modo de l'exploitation en Afrique centrale dans des mines détenues par des milices pour extraire les métaux qui vont servir à fabriquer nos appareils jusqu'à la fin de vie des terminaux qui se retrouvent exportés illégalement, notamment, bon là c'est une photo d'une décharge au Ghana. On va retrouver tout au long de ce cycle de vie, du début à la fin. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle car j'ai reçu une mise en demeure. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez couper vos micros? Madame Vessie Caméra. Il me semble que... excusez-moi, Fabienne. Ah, voilà. C'est bon, ok. Et donc, effectivement, tout au long de ce cycle de vie, on va trouver des enjeux environnementaux, sociaux. Ici, vous avez donc au centre, en haut, une illustration de la consommation d'eau du numérique pour la production des semi-conducteurs. Je vais y revenir, mais là, c'est une image qui illustre la consommation d'eau à Taïwan. Il y a bien sûr, quand on parle d'empreinte, les émissions de CO2 induites par la production des appareils, les conditions de travail dans les chaînes de production, et puis le coût énergétique que peut représenter l'utilisation de terminaux numériques qui vient un peu clore l'ensemble des externalités. En chiffres, enfin quelques données chiffrées, sachant qu'il y a plein d'études qui sont publiées il y a de plus en plus d'études qui sont publiées sur le sujet. Ici, je vous ai mis un rapport de Green IT qui s'était vraiment focalisé sur une analyse en cycle de vie multicritère pour la France, sur 4 principaux indicateurs. D'un côté, la consommation d'énergie primaire, d'un autre, les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau et la consommation en ressources. Ce qui est intéressant à noter dans ce schéma, c'est qu'une très grande majorité de l'impact du numérique réside dans la phase de fabrication des terminaux. Seule la consommation d'énergie primaire se retrouve un peu majoritairement sur la phase d'utilisation. Et là, c'est tout ce qui relève de la consommation des serveurs, ce qu'on entend sur le sujet des vidéos, etc. etc. Et de plus en plus, on va le voir aussi avec l'intelligence artificielle et autres, c'est des coûts en énergie primaire qui vont avoir ne cesse d'augmenter. Par contre, les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau et la consommation de ressources, c'est principalement des postes de dépenses associés à la phase de production. Et justement, parmi ces différents enjeux, moi personnellement, en ce moment, j'ai tendance à focaliser sur les enjeux associés à l'eau, puisque ça va clairement devenir un sujet dans les années à très court terme. Là, en ce moment, Barcelone sont
les habitants de Barcelone sont alimentés par des tankers d'eau douce, hein, des bateaux, puisque la ville est un peu en pénurie. Donc, on y est, quoi, en termes de, quand on parle de la guerre de l'eau, c'est pas une vue de l'esprit, c'est susceptible d'arriver dans la dizaine d'années qui vient. Hein. Et il va y avoir donc des conflits d'usage. Et donc, ces conflits d'usage, ils existent déjà. C'est-à-dire que tout à l'heure, je présentais le drapeau de Taïwan. Pourquoi? Parce que il y a eu, à la suite du Covid, en fait, il y a eu une très forte demande en semi-conducteurs. Et dans le même temps, Taïwan avait eu une période de typhon quasiment de sécheresse, en fait. Ce qui fait que les recharges en eau de l'île n'avaient pas été suffisamment rechargées. Et donc, on a demandé aux agriculteurs de faire des efforts sur leur consommation d'eau pour arrêter d'irriguer les cultures, pour continuer à produire des semi-conducteurs. Et pas besoin d'aller à Taïwan, c'est exactement la même situation qui se passe en Isère, où là aussi, pendant les périodes où il y a des arrêtés préfectoraux pour limiter la consommation d'eau, les gens n'ont plus le droit d'arroser leur potager, et même des fois ça va sur les exploitants agricoles. L'usine de production de semi-conducteurs de la région, elle, c'est open bar, il n'y a aucune limitation. Donc ça, c'est pour c'est la consommation d'eau associée à la production des appareils électroniques. Mais ce qui est arrivé, qui est tout nouveau, qui est tout beau là, c'est les intelligences artificielles et notamment les IA génératives, je ne sais plus comment on dit, du style ChatGPT, Midjourney pour les images, tout ça, qui a pour conséquence de faire exploser d'un côté la consommation d'énergie primaire des data centers et d'un autre leur besoin de refroidissement et donc leur consommation d'eau. Ce qui fait que dans le rapport de Microsoft de 2022, on retrouve entre 2021 et 2022, il y a une augmentation de plus de 34% de la consommation d'eau pour atteindre 6 milliards de mètres cubes d'eau. Donc, je crois que c'est l'équivalent de 2500 piscines olympiques, je crois. Et cette augmentation-là, elle est imputée aux intelligences artificielles génératrices. Bon, vous avez compris, j'ai un doute sur le mot. Et donc, il y a un vrai, pour moi, là, c'est l'angle mort qui était jusqu'à présent un peu oublié parce qu'on parlait beaucoup d'empreinte carbone et il faut continuer à parler de ces enjeux. Mais la consommation d'eau, ça va devenir un véritable sujet. Et dans quelques années, c'est pas exclu qu'il y ait des gens qui commencent à aller saboter des serveurs ou ce genre de trucs parce qu'il va vraiment avoir des conflits d'usage, en fait, si on ne prend pas des mesures suffisamment importantes aujourd'hui. Donc là, c'était pour un peu le contexte global, hein, mais concrètement, dans nos organisations, le numérique, ça va recouper tout un ensemble d'enjeux et on ne va pas avoir le temps de tous les traiter aujourd'hui. Mais sur le volet environnemental, bien sûr, il y a la gestion du parc IT, donc comment on va administrer ces ordinateurs, ces smartphones, tout ce qui nous permet de fonctionner, de la maintenance à l'accompagnement des usages, jusqu'à la gestion de la fin de vie des terminaux, puisque il y a beaucoup de responsables informatiques qui souvent sont un peu démunis quand il s'agit de trouver des acteurs pour revaloriser leur PC. Et donc, c'est souvent, en fait, ça peut représenter une contrainte pour ces gens-là qui, des fois, les stockent en attendant de faire mieux, quoi. Dans nos organisations, on a une dépendance aux GAFAM assez significative, hein, pour preuve, on se retrouve aujourd'hui sur Microsoft Teams, ou à des solutions logicielles propriétaires diverses. Le numérique, il y a aussi un enjeu associé à, d'un côté, ça nous fait miroiter des gains de productivité significatives, mais d'un autre, ça peut être un vecteur d'aliénation au travail et ça peut aller à l'encontre de ce qu'on appelle le droit à la déconnexion, puisque mettre en place plein d'outils communicationnels pour pouvoir mieux communiquer entre personnes d'une même structure, ça peut aussi avoir pour conséquence de sursolliciter les personnes. Il y a un enjeu de fracture numérique et il y a énormément de réflexions qui sont menées autour de comment rendre accessibles les outils qu'on met à disposition la plupart du temps sur Internet. Aujourd'hui, on observe une tendance à la surnumérisation de tout. La mutuelle, notamment, pour ma coopérative, on est à la mutuelle des SCOP et des SIC. Ils ont décidé de ne plus envoyer le tiers payant en format papier.
moi, j'ai demandé un format papier parce qu'en fait, certes, j'ai un smartphone, mais c'est pas la question. Il faut qu'on puisse continuer à accéder à des services essentiels sans nécessairement avoir besoin d'un terminal. C'est pas normal, en fait. Après, vous avez bien sûr les enjeux associés à la RGPD, au risque de cybersécurité. Donc ça, c'est vraiment des enjeux très forts en interne. Comment former les équipes, comment respecter la loi, qui est très complexe à respecter quand on est des petites structures. Il y a énormément de choses à faire. Et puis, pour terminer, j'évoquais le sujet des IA génératives. Parce que nous, clairement, en interne, la question s'est posée, et on a décidé de boycotter leur utilisation. Donc, les personnes qui travaillent chez nous ont pour injonction, après, on n'est pas derrière leurs ordinateurs pour vérifier, hein, de ne pas utiliser ChatGPT et autres, puisque c'est contraire à toutes nos valeurs, et en plus, ça a un impact environnemental catastrophique. Sur le plan réglementaire, il y a tout un ensemble de lois qui ont été, qui ont adressé la question du numérique par différents axes. Je n'ai pas fait une présentation exhaustive de ce qui pouvait se trouver dans les différentes lois. Ce qu'on observe, c'est que globalement, comme ça a déjà été présenté par Aurore en introduction, il y a énormément de choses qui sont faites pour améliorer les achats publics. Et donc ça, c'est notamment l'article 15, 16 et 35 de la loi Rennes qui prévoit notamment de tenir, lors des achats publics, en compte l'indice de réparabilité qui a été mis en place dans le cadre de la loi AGEC, auquel, avec notre structure, on a contribué aux concertations pour concevoir cet indice-là qui note les produits électroniques sur 10 pour juger de la réparabilité. Et théoriquement, en 2026, les achats publics devraient tenir compte de l'indice de durabilité pour quand il est disponible. Et là, pour l'anecdote, en fait, on avait énormément passé de temps à co-construire l'indice de durabilité pour les smartphones qui devait venir, avec notamment la reconnaissance des logiciels libres dans ce cadre. Et les lobbyistes industriels pendant qu'ils travaillent avec nous à la conception de l'indice français, savonné la planche au niveau de l'Europe, et finalement l'Europe a discrédité l'indice de durabilité français pour les smartphones, ce qui fait qu'on a perdu quasiment 2 ans et demi de travail parce qu'on n'avait pas suffisamment de ressources pour aussi porter ce plaidoyer-là au niveau européen. Donc c'est un peu regrettable, mais bon, ça arrive. Ensuite, vous allez avoir le fait de favoriser le réemploi et le reconditionnement avant le recyclage matière pour les parcs IT des administrations publiques. C'est-à-dire que le recyclage, c'est la dernière roue du carrosse, en fait, parce que c'est là où on va perdre de la matière. Le recyclage dans l'électronique, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne un peu, c'est important de valoriser ces appareils en toute fin de vie dans cette filière-là. Par contre, en termes de rendement de récupération de matière, c'est risiblement insignifiant par rapport à réemployer l'appareil, le réparer ou le refaire tourner, bien entendu. L'article 35, c'est un peu de la même manière que la loi de 2014 invite les structures de l'ESS à réfléchir à leur transition écologique. C'est un peu l'équivalent pour les communes de plus de 50 000 habitants. Et puis, j'ai notamment rajouté l'article 58 de la AGEC qui prévoit une obligation dans les achats publics d'acheter au minimum 20% de smartphones reconditionnés dans les années qui viennent. Vous avez les liens pour ces différents textes de loi. Dans les autres ressources et, je dirais, réflexion un peu étatique sur le sujet, je vois qu'il est déjà 44, mais je ne suis pas loin de la fin, j'espère. On a la feuille de route du numérique et environnement et la feuille de route de décarbonation du numérique. Ces 2 documents-là, c'est un peu une liste à la Prévert de bonnes intentions, puisqu'il y a peu de mesures vraiment structurantes qui sont proposées. C'était autour de l'article 301 de la loi climat et résilience. Là, on a demandé aux acteurs de la filière de se retrouver autour de la table pour mettre en place, pour proposer des mesures pour réduire de 50% les émissions à horizon 2030.
par leur bonne volonté. Donc forcément, si on ne met pas en place de mesures coercitives, on n'arrive à rien. Mais bon, on était dans ces discussions-là, on a contribué, ça aboutit à un énorme document qui, à mon avis, n'est pas forcément utile, mais ça peut donner des idées quand même. Le guide, par contre, des achats numériques responsables, là, je le recommande plus chaudement. Il est assez intéressant pour justement s'accompagner enfin, avoir un meilleur achat de parc IT. Et je vais prendre du retard, c'est terrible. Et donc, nous, chez Common, ce qu'on propose, c'est de sortir du modèle de vente parce que on considère que la vente, c'est ce qui est à l'origine de la surproduction et non pas de la surconsommation. Puisque toutes les injonctions à consommer, elles sont faites, puisque le marché est saturé, en fait, on va tout faire pour que les gens continuent à acheter, même s'ils sont équipés d'un appareil, puisqu'on dépend d'un modèle de vente où on a besoin de rentrer du CA chaque année. Et donc, pour ça, nous, ce qu'on propose, c'est de passer sur un modèle de location avec service, dans lequel on va sélectionner des appareils les plus éco-conçus et responsables possibles. Donc ici, vous avez notamment l'exemple du Fairphone, qui est très connu pour sa réparabilité. On s'engage à ne jamais vendre nos appareils, même après plusieurs cycles de location, ce qui fait qu'en fait, ça va nous obliger à essayer de récupérer le maximum, de réutiliser le maximum les appareils, voire même de réutiliser ses composants. Et donc, le stock de composants constitue un réservoir pour réparer les autres appareils le plus longtemps possible. On adresse notre solution à la fois pour les particuliers et pour les professionnels. Donc, l'idée, c'est qu'en plus du smartphone, vous allez avoir la prise en charge des pannes, des casses, le renouvellement de la batterie quand c'est nécessaire. Pour les pros, ça peut aller jusqu'à la prise en charge des vols et des pertes. Et on a des tarifs dégressifs dans le temps. Donc ici, vous avez un tarif dégressif pour les particuliers, mais c'est le même esprit pour les professionnels, où en fait, l'idée, c'est que dans la durée, les mensualités diminuent pour inciter les gens à garder le même modèle et non pas changer de modèle sous prétexte qu'il y en a un qui est sorti, puisque ça serait contre-productif. Là, je vous ai mis une indication de nos tarifs en pro pour 50 appareils. Surtout pour signifier qu'on a plusieurs niveaux de service et que ça s'adapte en fonction des besoins et que là encore, on a une baisse significative du tarif après 24 mois pour les smartphones et pour les ordinateurs. Je mentionne également quand même Télécope, un partenaire avec qui on a lancé une offre mobile commune. C'est juste simplement les clients qui sont à la fois clients de Télécope et de Common bénéficient de 10% d'économie sur leur facture. Pour l'instant, on n'a pas cet équivalent pour les offres pro, mais ça pourrait venir. Mais là, l'idée, c'est quand même de montrer qu'en fait, Common, je ne l'ai pas précisé, mais on est une société coopérative d'intérêt collectif. Télécope l'est aussi. Et donc, évidemment, il y a plein de synergies qui s'opèrent entre nous. Alors, on est toutes deux des licornes avec deux os. Donc, voilà. Donc, pour nous, la coopération, ça ne va pas. C'est une valeur cardinale. Hein, ce n'est pas simplement parce qu'on a choisi pour faire joli un statut de coopératif, quoi. Donc, en résumé, nos services, ils sont donc tournés vers la durabilité. Hein. On conçoit tous les services dans ce sens-là. On est aussi des promoteurs des logiciels libres. Donc, je ne l'ai pas mentionné, mais nos ordi, la plupart sont distribués sous Linux. On a aussi des distributions Windows pour les pros, mais on pousse au maximum sur Linux. On utilise tous les outils opérationnels de coopérative le maximum. C'est quasiment que du libre, mais on est encore dépendant quand même de nos réseaux sociaux. On est sur Facebook, LinkedIn, ce genre de trucs. L'ADN coopératif, je l'ai mentionné. On réalise dès qu'on peut, avec nos petits moyens, du plaidoyer d'intérêt collectif, je l'ai mentionné sur la liste de réparabilité. Et je ne vous ai pas parlé de tous nos produits qu'on a à disposition, mais bon, vous pourrez les retrouver éventuellement sur le site web. Donc, bon, j'ai pris un peu plus de temps qu'il n'en fallait. Je vous propose de directement passer à cette slide que j'avais préparée et ensuite on peut ouvrir les échanges et éventuellement je pourrai répondre à des questions et on pourra embrayer sur cette question des leviers d'action. Donc, en tant que structure, comment on fait pour on peut mettre le pied à l'étrier? Ici, j'ai listé 7 leviers et ce n'est pas exhaustif et ils ne sont pas forcément hiérarchisés. Même si, bon, il y a un des premiers leviers, c'est celui de la formation, de la sensibilisation. Donc, je vous ai mis des liens vers la fresque du numérique ou les séminaires de l'INR.
l'Institut du numérique responsable, qui est l'auteur du guide des achats responsables que j'ai mentionné précédemment. Après, on peut avoir envie de faire un audit ou un bilan de l'impact du numérique dans sa structure. Et donc, pour ça, il y a plein de structures qui travaillent sur le sujet. Il y a notamment le collectif Green IT qui organise des benchmarks où en fait, ils vont regrouper plusieurs structures et lors de promotion, ensemble, elles vont faire du partage de bonnes pratiques et elles vont mesurer leur impact en interne et ça va faire l'objet d'une publication commune. Vous avez l'agence Lucie qui, elle, va accompagner vers une labellisation pour les pratiques de numérique responsable en interne. On peut avoir envie aussi d'éco-concevoir son site web, puisque l'éco-conception des sites web, ça a un effet super intéressant, c'est que ça permet à n'importe quel appareil de naviguer sur le site web. Plus on fait des sites lourds, plus ça va demander de la ressource et des terminaux récents pour naviguer. Et donc, indirectement, si tout le monde, enfin c'est ce qui s'y est fait actuellement, tous les sites sont un peu des obésiciels, eh bien ça contribue au renouvellement des terminaux. Et donc, éco-concevoir son site web, c'est une façon de lutter contre l'obsolescence des appareils, quelque part. Il faut savoir que l'ADEME peut soutenir financièrement l'éco-conception des sites web. Là aussi, j'ai mis le page. Nous, on en a bénéficié pour le nôtre. Le premier levier, avant de penser à souscrire chez Common ou à acheter du reconditionné, c'est bien évidemment de faire durer le plus longtemps possible son parc existant, puisque les appareils les plus responsables qui soient, c'est ceux qui ont déjà été fabriqués. Donc, il faut tout faire pour les mener le plus loin possible. Donc, une des façons de les amener très loin, c'est de se passer de Windows, parce que c'est énergivore au possible, et de passer les machines sous Linux, par exemple. Et même chose sur les smartphones, sortir des versions d'Android Google pour aller sous des OS libres type iOS de la fondation éponyme. Limiter le suréquipement, il y a des gens qui proposent aux personnes de venir avec leurs propres appareils, mais là, ça nécessite de faire de la formation et de l'accompagnement pour justement préserver le droit à la déconnexion, parce qu'il faut être capable de bien faire des sessions distinctes et tout. Enfin, il y a des logiciels aussi qui sont adaptés à ça, mais ça ne peut pas s'imposer sans accompagnement, selon moi. Et puis après, il y a la question de l'approvisionnement. Donc, on peut acheter du reconditionné, c'est le secteur qui a le plus le vent en poupe. Bien évidemment, si on achète du reconditionné, il faut acheter chez des acteurs de l'économie sociale et solidaire, puisque c'est pour moi la principale plus-value du reconditionné aujourd'hui, c'est dans sa faculté à remettre des personnes qui peuvent être éloignées de l'emploi dans un parcours de retour à l'emploi, puisque le reconditionné, malheureusement, aujourd'hui, ne répond pas à la problématique de la surproduction. C'est-à-dire que si on ne produisait pas autant d'appareils chaque année, on n'en aurait pas autant à reconditionner. Donc, les appareils reconditionnés sont un symptôme de notre société de surproduction plutôt qu'une solution en soi. Toutefois, dans notre état où on marche sur la tête complètement, ça fait du sens de recourir à ces appareils-là, d'autant plus si c'est par l'intermédiaire d'acteurs de l'ESS. Autrement, vous pouvez acheter des appareils plus engagés comme le Fairphone ou souscrire à une solution de location avec notre coopérative sur ces types d'appareils-là. Et enfin, il y a la question de la valorisation du parc en fin de vie. Et donc là, il faut les amener, bien entendu, vers des acteurs de l'ESS. Donc, il y en a énormément. Nous, j'ai cité les ateliers du bocage. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui travaillent dans le domaine. Simplement, les ADB, c'est vrai qu'on a déjà acheté certaines de leurs machines. On est un peu en lien avec eux, donc c'est pour ça que je les mentionne. Et puis voilà, et puis le petit bonus sur l'interdiction des IA. Mais bon, ici, ce n'est pas exhaustif. Et donc maintenant, la parole est à vous. Pour éventuellement faire un retour d'expérience sur les... Je vais arrêter mon partage d'écran pour un peu vous observer. Donc voilà, on a deux temps. Il y a